Je vous propose maintenant de continuer avec une table ronde dédiée à l'innovation en matière de contenu. Et pour cela, j'ai le plaisir donc d'être accompagné sur cette table ronde par Emmanuel Chin, président d'Elephant, et Guillaume Charles, directeur général des programmes du groupe M6. On peut les applaudir. Merci messieurs de me rejoindre sur scène. Alors, tout l'enjeu de cette table ronde, ça va être de profiter de votre regard, de votre expérience et commenter l'évolution de l'offre de contenu et notamment de contenu TV depuis l'arrivée des plateformes. Voilà, Netflix a fêté ses 10 ans cette année. Peut-être toujours par ordre alphabétique pour commencer avec vous, Emmanuel. Comment justement avez-vous vécu ces 10 dernières années? Comment voilà avez-vous vu évoluer tous les contenus que vous êtes susceptibles de produire, que ce soit en termes d'évolution peut-être narrative, mais aussi en termes de format. Si vous voulez prendre un micro. Pardon, bonjour. Merci de votre invitation. Déjà, je tiens à nous excuser, même au nom de Guillaume et moi, parce qu'après 3 brillantes femmes, il y a 2 hommes. Non. Voilà, on est désolé, mais c'était formidable le premier. Et le panel juste là était super aussi. Alors évidemment, c'est une révolution, on l'a dit beaucoup, cette multiplication de l'offre liée à la multiplication des écrans, des usages et des nouveaux acteurs qui sont arrivés à bouleverser les choses, et dans un sens extrêmement positif, parce que c'est un enrichissement de l'offre extraordinaire. Alors, il s'est traduit, de mon point de vue, par d'abord de nouvelles écritures qui remettent au cœur la puissance des récits. C'est ce qu'on a vu avec les plateformes. Les plateformes comme Netflix notamment, mais même Amazon, Disney, etc., ont mis au cœur la puissance des récits. Déjà, sur l'offre documentaire, par exemple, ils ont créé des nouveaux types d'écriture documentaire. L'écriture documentaire a emprunté les codes de la fiction, c'est-à-dire que maintenant on écrit ces documentaires avec ce qu'il y a le mieux dans la fiction, c'est-à-dire une scénarisation. Scénarisation, ça ne veut pas dire on part toujours des choses vraies dans les documentaires, mais on tend les récits avec des épisodes, une écriture sérielle où on va voir ce qui va se passer ensuite, etc. Donc, et en même temps des moyens très importants qui, comme dans la fiction, que ce soit la musique, que ce soit la manière de réaliser les choses, donnent une ampleur à ces documentaires. C'est un genre qui est vraiment émergé avec l'arrivée de ces nouveaux acteurs au cœur de la puissance des récits et qui ouvre des nouveaux territoires. Les faits divers, par exemple, qui évidemment se sont multipliés, mais pas seulement. Les sagas intimes, Orelsan, ou plus récemment DJ Mehdi sur Arte. C'est des séries documentaires qui ont fait des très grosses audiences parce qu'on est rentré dans des nouvelles écritures sur des nouveaux territoires, faits divers, séries intimes ou le sport. La façon dont ils ont révolutionné le sport, avec Drive to Survive sur la Formule 1, avec Tour de France, avec et quand vous voyez ces séries documentaires, ce sont de nouvelles écritures, ce sont des nouveaux talents, avec au cœur la puissance des récits qui se décline aussi dans le divertissement. Quand vous regardez LOL, ou plus récemment Loup-garou, ce sont là aussi des nouvelles écritures au service du divertissement avec la puissance du récit. Ou plus récemment, on en a parlé tout à l'heure, Kaizen, à la conquête de l'Everest, il y a une puissance de récit avec une nouvelle écriture complètement nouvelle, très jeune, mais qui cartonne chez les jeunes. Donc je trouve que cette multiplication de l'offre a permis de multiplier les écritures avec la puissance du récit au cœur. Deuxième chose, des nouveaux formats. Quand j'ai démarré à la télévision, vous savez, la télé linéaire, Guillaume connaît ça par cœur, il est un architecte magnifique de la télé linéaire, et de la télé qui se plateformise aussi, il en parlera. Mais vous avez des formats qui sont imposés, 52 minutes, ou 90 minutes, ou 100 minutes, parce que vous avez des grilles. Bon, bah, tout ça est explosé maintenant. Vous pouvez faire des formats de 5 minutes sur les réseaux sociaux, ou de 3 minutes, vous pouvez faire des formats, même sur les plateformes de 30 minutes, de 25 minutes, de 26 minutes, des séries, des collections de 30 minutes ou de 45 minutes. Donc on n'est plus imposé, donc ça donne une très grande liberté éditoriale. Ça, c'est très important. Autre conséquence, on en parlera peut-être, les nouveaux modes de financement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les audiences de la télévision stagnent, voire baissent un peu. Donc, pour financer les contenus, la télé ne peut plus tout financer, donc vous avez le digital qui vient compenser cela. Nous, par exemple, on produit Jamie Gourmaud, c'est l'homme de la science, si vous voulez, à la télévision. Donc Jamie, il fait le monde de Jamie, il a fait C'est Jamie, etc. Mais nous avons créé avec Webedia un autre média qui s'appelle Les Épicurieux, 20 formats courts par semaine produits par Jamie avec les équipes de Webedia, et
ces formats courts, aujourd'hui, créent des audiences très supérieures à la télévision, 20 formats courts qui, aujourd'hui, permettent de compenser les revenus de la télévision. Donc, des nouvelles formes de financement avec le digital, avec les marques aussi, on en parlera peut-être. Et pour finir, parce que je ne sais pas, Guillaume, il reste quand même au cœur de ça, pour réussir, c'est de créer quand même des contenus qui vont être des hits. C'est la puissance du hit. Parce que quand il y a de plus en plus de formats et d'offres, quand vous êtes devant votre télévision, on l'a bien vu tout à l'heure, on a tellement de choses, il faut créer des hits. Et là, c'est la magie de la création. Donc il faut investir, il faut attirer les meilleurs talents, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est ce qui reste quand même au cœur, c'est la puissance des hits, la puissance des rendez-vous, notamment pour la télé linéaire. J'étais frappé de voir Aurélie tout à l'heure qui disait que la plus grosse audience aux États-Unis, c'était la parade de Thanksgiving. Donc la télé linéaire, à laquelle je crois beaucoup aussi, parce qu'elle reste très puissante, et on l'a vu dans les audiences, que montrait Aurélie aussi sur les UK. BBC, ITV, bon après il y avait quelques plateformes et puis TikTok plus loin. Donc la télé, moi je suis un enfant de la télé, elle reste très très puissante, elle reste très puissante, faut pas l'oublier. Et elle a la puissance de créer des événements, des rendez-vous, que ce soit les feuilletons, que ce soit les talk-shows, voilà, les JT résistent fantastiquement aujourd'hui en audience parce que c'est un rendez-vous, l'information, le sport et les événements qui vous rassemblent. Donc la force des rendez-vous, la force des hits, voilà, il y a quand même quelques trucs qui restent très 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 importants et sur lesquels il faut on va déployer revenir, les meilleurs talents pour les réussir. On va revenir dans le détail, en effet, sur tous les éléments que vous avez listés, Emmanuel, mais peut-être, Guillaume Charles, pour vous faire agir. En effet, on voit les plateformes aller sur des terrains comme le sport, comme le fait divers via documentaire, il y a un bouillonnement aussi de formats. Comment est-ce que, quand on est dans votre position, on fait face justement à toute cette évolution? Nous, on a entamé depuis plusieurs années maintenant ce que tu disais, la plateformisation en fait de la consommation. L'enjeu le plus important pour un média, c'est de suivre et de conquérir de nouveaux utilisateurs. Moi, la très bonne nouvelle que je vois, c'est que M6+ est beaucoup plus jeune que M6. Donc, si on revient un peu à des basiques, c'est-à-dire moins de 50 ans, moins de 35 ans, on a quand même une plateforme aujourd'hui qui a 10 ans de moins que sa grande sœur qui est la chaîne et qui se développe année après année avec le développement des usages. Donc ça, déjà, la très bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Nous ne sommes pas condamnés à être un média vieux parce que nous allons, et c'est ce que nous faisons fortement, suivre en fait nos consommateurs, nos utilisateurs dans toute leur consommation. Donc ça, c'est la première chose. Nous, on a développé avec beaucoup d'enthousiasme cette année M6+, je pense que vous l'avez tous vu. Est-ce qu'on peut faire un petit point? Je crois que c'était il y a 6 mois exactement le Ouais, lancement. c'était il y a 6 mois. Donc nous, on a la semaine dernière, enfin le mois dernier, on a fait 25 millions à peu près d'utilisateurs mensuels sur la plateforme. Je le dis quand même, dont 18 millions ont moins de 50 ans. Donc ça a été toujours la force du groupe M6, c'est encore sa force aujourd'hui, c'est de parler à un public plus jeune. Les ADN, ça se conserve, c'est très longtemps. Et aujourd'hui, M6+ est d'assez loin la plateforme la plus jeune du paysage audiovisuel français. Alors après, on est face à une concurrence qui s'est évidemment fortement renforcée. Mais pour autant, voilà, nous, on développe une stratégie de plateformisation par contenu. Je reviens un peu à la base quand même. C'est pour ça qu'on en parlait avec Emmanuel. Mais la télévision, et maintenant, je dirais la vidéo, c'est des genres. Il y a plein de genres télévisuels avec des écritures différentes. Mais c'est intéressant de voir un peu dans les grands genres comment finalement on se développe. Nous, l'information, c'est le live, c'est les grands JT, c'est les grands magazines et les réseaux sociaux. Moi, je le dis, la BVOD, très sincèrement, il y a un peu de documentaire, mais si on regarde les vrais chiffres, on n'est quand même pas non plus sur des choses qui sont faramineuses en termes de grosses audiences, même sur les plateformes. Mais aujourd'hui, voilà, vraiment, le développement de l'information, surtout de qualité et fiable, c'est énormément les JT et les réseaux sociaux. Donc ça, c'est notre développement. La plateformisation de l'information, c'est surtout ça. La force de la télévision, ça personne peut l'enlever, c'est le divertissement. Les plateformes sont des adversaires redoutables. Il y a LOL, mais globalement, allez voir votre top 10, allez voir ce qu'on vous propose. C'est une offre de fiction principalement. Aujourd'hui, on a cette chance en télévision, et je ne parle pas que d'M6, de savoir faire des grands divertissements familiaux. Et ça, vous l'avez vu, c'est vraiment le cœur du réacteur aujourd'hui de la consommation non linéaire, en tout cas pour M6, c'est les grands divertissements. C'est intéressant, Pékin Express, là maintenant on a des programmes qui font plus en non linéaire qu'en linéaire. Avant on était un tiers, là sur la dernière saison de Pékin Express on a fait plus en non linéaire qu'en linéaire. Donc ça on va continuer énormément
Ça, c'est l'enjeu très fort qu'on a l'année prochaine, à développer des nouveaux formats feuilletonnants de divertissement comme les traîtres. Et ça, c'est des contenus que vous adressez pour le linéaire, mais on voit donc toute la force de ces contenus pour aussi vivre sur la plateforme sur M6+. Est-ce Ouais, qu'il y a une offre aussi dédiée M6+, quand même? Je tout crois à que fait. vous lancez notamment MMA Academy. Comment est-ce que vous articulez entre le Bah, linéaire alors et le j'allais y venir, délinéaire? donc ça, je dirais, c'est la télévision, on va faire plus de contenus qui sont rattrapés. Après, on a voulu, nous, toujours en regardant nos forces, le divertissement, comment on le traduit finalement pour M6+. Et c'est intéressant, on parle beaucoup de MMA, et simultanément, puisque nous, on le sort le 20 novembre, nous, on va lancer la MMA Academy. Donc, Netflix est parti sur la fiction, la cage, sa force. Nous, on est parti sur bon, une télé-réalité, un talent quest si vous voulez, qui est vraiment ce qui fait l'ADN d'M6, Top Chef, etc. On s'est dit on va faire le Top Chef du MMA. Ça va être la touche M6. C'est feuilletonnant, c'est des amateurs qui vont devenir professionnels. On est finalement dans la promesse de ce que la chaîne a très bien fait depuis toujours, mais on l'adapte au MMA, qui est un contenu, je le dis avec force, qui probablement ne marcherait pas en télévision linéaire. Voilà, quand vous avez une télévision linéaire qui a 50 ans d'âge moyen, en tout cas pour nous, le MMA, il n'est pas encore arrivé, je dirais, dans cette strate d'âge. En revanche, sa version inédite sur M6+, ce sera la MMA Academy. Alors après, il y a la fiction. Voilà, la fiction. Bon, là, ce que nous on observe en contenu exclusif, c'est que c'est ce qu'on voyait dans le top 10 aussi des contenus, c'est qu'il y a énormément de fiction de catalogue. Il y a aussi énormément de fiction. Nous, on rend gratuit les choses qui étaient payantes, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'M6 est un média gratuit. Et donc, par exemple, Mrs. Maisel, qui était vraiment une série, j'espère que vous l'avez tous vue, mais qui était passée sur Amazon Prime, donc en payant, on l'a mise sur M6+. Je le dis encore, elle n'aurait pas marché en linéaire. Elle a cartonné sur M6+. Donc on a tout un pan comme ça de séries un peu différentes qu'on peut aussi proposer sur M6+. Et puis aussi des contenus historiques, comme l'ont rappelé justement les deux études qu'on a eues auparavant, avec voilà des formats classiques comme Friends, comme Grey's Anatomy, Ouais, qui ou part. comme Prison Break, je crois, qui revient aussi Ouais, qui revient. sur M6+. Non, tout à fait. Donc ça, c'est série de catalogue et on voit. Bon, c'est des consommations qui sont moins massives, on est moins sûr de rendez-vous, mais on a des habitudes de consommation plus dans l'après-midi. Il y a les chaînes fast aussi, donc c'est vrai Après, nous, on fait beaucoup de partenariats aussi. Donc, on a un partenariat très intéressant qu'on a fait avec NBC et EU, parce que nous, une des forces, c'est la télé-réalité, hein, dans le groupe M6, et voilà, c'est vraiment l'offre aux États-Unis de télé-réalité type Kardashian et autres. Donc on a fait un partenariat très structurant où on a sur M6+ ces contenus-là. On a fait aussi un partenariat dans le domaine des chaînes fast avec CBS. Donc vraiment, on se développe aussi comme agrégateur de contenu générationnel. Voilà, si je devais résumer un peu notre stratégie, c'est vraiment continuer à travailler notre cœur de cible. Donc là, vous l'avez rappelé, Guillaume, donc il y a cette patte M6 que vous essayez aussi de retranscrire dans la création de contenus originaux, ou en tout cas faire revivre des contenus aussi liés historiquement à la chaîne comme Prison Break. Comment, Emmanuel, on fait quand justement on s'adresse à plusieurs typologies de clients, à la fois des plateformes, à la fois des broadcasters? Comment est-ce qu'on répond à cette intensification aussi de la demande? Vous avez évoqué tout à l'heure donc d'avoir des contenus forts. Par quoi ça se retranscrit dans vos créations? Alors, déjà, c'est une chance d'avoir des acteurs qui se multiplient, J'imagine, oui, pour avec vous. des stratégies éditoriales qui sont différentes. Guillaume a très bien défini un des cœurs de la stratégie d'un groupe média comme M6, avec du linéaire et de la plateforme, avec au cœur le divertissement, l'info et le divertissement. Et j'ajouterais une chose d'ailleurs, je pense qu'au moment où tout se plateformise, les chaînes linéaires qui se plateformisent et les plateformes de streaming qui sont arrivées, je crois beaucoup pour les chaînes linéaires à la puissance du direct. Je crois que le direct reste quelque chose qui va les différencier des plateformes. Je pense que moi, je suis un enfant M6, hein. Je suis né à M6, j'adore cette chaîne parce que j'ai travaillé et j'ai créé une émission qui s'appelle Capital, qui existe toujours. Et je pense que les chaînes ont encore plus besoin pour se différencier des plateformes, pour pas se banaliser,
du direct. Et d'ailleurs, on voit la force des grands événements en direct, l'information bien sûr, mais même les talks qui permettent tous les jours pour des grands médias de recevoir des gens, réagir à l'actualité avec un ton qui peut être très divertissant. Donc je crois beaucoup à ça. Alors ensuite, pour nous, producteurs, évidemment, l'enjeu c'est de créer des hits et de satisfaire nos partenaires distributeurs, qui sont des partenaires. Je dis toujours, quand on réussit un succès en télévision ou sur une plateforme, c'est avec la plateforme ou la chaîne de télévision, on ne les fait jamais seul. Alors déjà, il y a la puissance des marques. Les marques ont une force très grande parce que ça permet d'être un repère fort. Nous, on produit 7 à 8 depuis 25 ans. C'est le troisième accès, c'est le plus fort access de toute la télévision. C'est le premier magazine d'information. Et c'est souvent, Rodolphe Velmer me disait l'autre jour, c'est parfois le quatrième ou cinquième prime time de la semaine. C'est-à-dire qu'on fait plus avec 7 à 8 en access le dimanche que les prime time de TF1 certaines fois en semaine. Donc c'est très puissant, ça existe depuis 25 ans, il faut en permanence le rénover. Et là, comme le disait Guillaume, pour l'information et un grand magazine d'information, c'est les linéaires et c'est les réseaux sociaux aussi. On distribue aujourd'hui beaucoup de contenu de 7 à 8 sur les réseaux sociaux et qui multiplie en plus les audiences. Alors ensuite, comment est-ce qu'on crée des nouvelles marques? Parce que on voit bien le retour des marques. La Starac qui est revenue sur TF1. Je sais pas si un jour le Loft va revenir sur M6, mais on pourrait imaginer la puissance des marques, que les gens reprennent des marques qui ont marché. Prison Break, tu vois, après Prison Break, peut-être le Loft ou peut-être d'autres. Donc c'est très important les marques aujourd'hui parce que c'est des repères forts, c'est des rendez-vous. Donc comment on crée des nouvelles marques et comment on crée des hits? D'abord on investit. Il faut investir beaucoup. Nous, on a créé par exemple une nouvelle pour France Télévisions, les rencontres du papotin. C'était une idée très très singulière, c'était de réunir des jeunes adultes autistes pour les faire interviewer une personnalité. Nous avons fait ça en lien avec Olivier Nakache et Eric Toledano, qui sont venus nous voir en disant, nous, on ne sait pas faire de la télé, mais on pense qu'il y a une idée, mais avec vous, on veut le faire parce qu'on pense que vous le ferez bien. Les rencontres du papotin, ça a été 6 mois de développement. On a financé intégralement, 100%, nous, Éléphant et Kiosco, notre label, deux pilotes, sans rien demander aux chaînes de télévision, parce qu'on voulait absolument investir pour être... Il faut avoir des convictions, il faut travailler, il faut investir. Et fort de le premier pilote n'était pas terrible, parce qu'on a vu ce qui n'allait pas, on a tout changé. On a refait un deuxième pilote qu'on a refinancé, et là, franchement, on s'est dit un truc, on a travaillé avec un super réal, et là, il s'est passé quelque chose, et là on l'a vendu parce qu'il y a eu une audace de Francis. Donc il faut investir. Deuxième chose, il faut attirer les meilleurs talents. Et les talents ne sont pas que, certes, c'est les talents, les créateurs comme Inox ou les stars de la télé, les Nagui, les grands. Karine Le Marchand. Karine Le Marchand, évidemment, c'est des. Pardon, excuse-moi, Karine Le Marchand, Harry Rosenbach, voilà, et il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas que. Je pense que pour réussir, ce sont des collectifs très forts. Je parlais de la puissance des récits aujourd'hui, et même dans le divertissement, Pékin Express et tout ça, c'est des puissances de récits. Donc il faut trouver des scénaristes, des réalisateurs, des graphistes, même des gens de la pub qui peuvent vous aider à trouver des clés, etc. Donc ça, je crois beaucoup aujourd'hui à ces collectifs, et ça remet au cœur le rôle du producteur, comme aux États-Unis, qui est un animateur de collectif, qui doit attirer les meilleurs talents. Moi, j'ai dit souvent, c'est comme Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. C'est pas lui qui la Coupe du Monde, c'est l'équipe qui l'a gagné, mais c'est lui qui a eu la vision du jeu, qui a fait travailler les meilleurs talents ensemble, avec des égos parfois compliqués. Et c'est ça le rôle d'un producteur et donc de la télé. Donc investir, réunir les meilleurs talents. Et troisième chose, événementialiser les sorties. Je crois beaucoup dans ce monde extrêmement multiple d'offres qu'il faut créer des événements pour les sorties. Et donc les événements, c'est la puissance de l'événement, c'est-à-dire de la communication, du marketing, de la puissance de faire monter les choses sur le digital avant. Bon, ça a été fait pour Kaizen de manière exceptionnelle, mais ça doit pouvoir se faire aujourd'hui sur des lancements. On prépare par exemple un lancement d'une série sur laquelle on investit beaucoup, pour une maison qui s'appelle Dear You. Dear You, c'est une comédie romantique pour les jeunes adultes. Bon, on est très très heureux de cette série, on est très content de cette série, Amazon aussi, ça va être un lancement, je ne peux pas vous dire quand, mais et on va travailler le lancement pour l'événementialiser. On va même avec la marque Dear You, qui est une marque, peut-être créer une appli sinon de rencontres avec les plus belles histoires d'amour des ados ou des jeunes adultes. On voit la force des histoires d'amour, regardez le phénomène de l'amour ouf, qui est un film incroyable quand on aime les grandes histoires d'amour. Bon. Donc les histoires d'amour, c'est génial. Donc avec Dear You, on va travailler, mais là, moi, j'ai mis une équipe marketing avec les équipes de Webilla, ils sont très forts en marketing et en distribution, de communication, distribution, pour en faire un lancement, comme le font les trucs de cinéma. Hein, voilà. Donc la distribution, voilà.
Donc, investir, attirer les talents, faire des collectifs, et puis événementialiser les sorties. Pour moi, c'est les 3 choses importantes pour nous aujourd'hui. Guillaume, j'imagine que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel, vous qui aussi, voilà, chez M6, vous l'avez rappelé avec Karine Le Marchand, avez voilà l'habitude aussi d'incarner ces programmes. Quel regard vous portez sur toutes ces nouvelles offres aussi qui sont portées justement par des créateurs de contenu ou par des humoristes? Donc on a cité LOL, on a cité Loup-Garou. Quel regard vous portez sur cette nouvelle création? Nous, on le regarde avec beaucoup d'intérêt. Je pense que Michel le disait, il y a de plus en plus de ponts entre, je dirais, le monde de la télévision et le monde des créateurs de contenu. Ce qui est intéressant, c'est il y a une dizaine d'années, on a essayé parfois de retranscrire, enfin d'importer directement des créateurs de contenu sur des chaînes de télé. À chaque fois, ça n'a pas marché. Enfin, même les plus grands d'entre eux, je ne citerai pas de nom évidemment, mais quand ils se pointaient sur une chaîne de télé, assez bizarrement, voilà, est-ce que c'est l'adéquation du public, est-ce que c'est l'adéquation de l'écriture aussi? Parce qu'on écrit quand même pas du tout de la même manière pour un programme de télévision que pour une chaîne YouTube. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de collaboration. Donc, on a, nous, développé des formats pour YouTube avec des créateurs de contenu. Donc, je sais pas, moi, par exemple, Natou, elle a fait son propre Top Chef. Voilà, donc ça, c'est amusant. Ça a été fait que sur YouTube, mais évidemment, c'était une écriture différente, mais elle a pu prendre possession complètement de ce programme. Et à l'inverse, et ça, c'est intéressant, les créateurs de contenu, ils adorent la télé. C'est quand même assez frappant. Et donc, ils adorent venir dans les émissions. Donc, dans Les Traîtres, on accueille des créateurs de contenu. Dans Pékin Express, on accueille des créateurs de contenu. On fait des spin-offs avec eux. Donc, voilà, on sent qu'il y a un champ de collaboration avec finalement, nous, ce qu'on aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils apportent souvent un ton très différent et ils ont une approche du contenu voilà, qui n'est pas comme, je dirais, un personnage de télé plus traditionnel. À l'inverse, nous, ce qu'on apporte aussi, c'est quand même des formidables formats. Faut jamais oublier, faire un format télé, c'est très, très, très compliqué. Vous en avez des centaines qui sortent par an pour un succès. Donc ça, faut vraiment le garder en tête. Et c'est vrai que quand on peut mélanger finalement ces deux alchimies, on a quelque chose qui peut être vraiment, enfin, moi, Just Riyadh dans Pékin Express, ça restait un très, très, très grand moment de télévision. Peut-être pour terminer, pour conclure, il nous reste encore 3 minutes. Moi, j'avais juste un point. Oui. Je voudrais, parce que je profite de cette assistance. Nous, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de la mesure, on est devenu très agnostique. Il y a 10 ans, le linéaire disait, ah non, il y en avait même qui disaient, faut pas faire de replay parce que ça cannibalise. Bon, ça, évidemment, ça a sauté, mais surtout au niveau de la mesure, maintenant, tout est mesuré, les previews, les post-views, etc. Donc, on a la puissance complète du programme, quel que soit son mode de consommation. Ça, c'est tout bête, mais dans les organisations, ça a aussi débloqué un peu des blocages qu'il pourrait y avoir. Il y a un élément important, c'est la monétisation. On n'est pas très loin, mais pas encore, que la minute de télévision, elle rapporte autant que la minute de streaming. Pour le moment, c'est la minute de télévision qui rapporte le plus. Mais voilà, ça, j'insiste beaucoup pour accompagner M6+, pour accompagner TF1+, voilà, je le dis. Hein. Il faut vraiment, j'insiste beaucoup qu'on ait quand même une monétisation qui s'améliore sur toutes nos plateformes, on va dire, de BVOD. Voilà, aujourd'hui, il y a une sous-monétisation encore de la BVOD, et ça, c'est un frein, parfois, quand même, pour investir encore plus, pour faire des contenus spécifiques. On est en forte croissance, et je remercie s'il y a des annonceurs dans la salle, je les remercie, on est en forte croissance sur M6+, sur les revenus publicitaires, mais il ne faut pas que le mouvement s'arrête juste à cette année, il faut vraiment qu'il continue, parce que cette transformation-là, elle doit se faire aussi sur les revenus. Mesure et monétisation, je pense que c'est à l'agenda, bien sûr, pour 2025, et on aura l'occasion de revenir dessus peut-être lors de cette matinée. Emmanuel, peut-être vous parler voilà justement aussi des annonceurs. Quelle place pour les marques dans vos contenus? C'était un sujet qu'on avait aussi évoqué lors de la préparation et on l'avait vu dans Kaizen. C'est aussi un très bon exemple de la façon dont les marques peuvent s'inscrire dans le récit et de la liberté qu'offrent aussi les nouveaux types de contenus type Kaizen par rapport au programme télé. Bien sûr, mais Michel l'a très bien dit, les nouveaux schémas narratifs, parlait d'Orange, la publicité, Kaizen, etc., qui ont financé cette création et ce récit de la conquête de l'Everest. Donc moi, je crois beaucoup aux marques. Je crois que les marques
elles peuvent, si on trouve des liens avec des programmes qui rejoignent leur ADN, ce qu'elles ont envie de raconter. Je pense que les marques, elles se racontent aujourd'hui. Nous, on a une activité chez Elephant où on travaille des contenus pour les marques. On apporte la puissance de récit que nous avons parce qu'on sait raconter des histoires pour les marques. Et donc, on a développé de manière forte cette activité. On travaille pratiquement pour pratiquement toutes les grandes marques. On a gagné beaucoup de choses. Donc, moi, je crois beaucoup aujourd'hui aux marques qui vont effectivement accompagner des grands formats sous des formes nouvelles, de financement nouveau. Sur les plateformes, d'ailleurs, il y a un inventaire publicitaire sur des publics plus jeunes qui ne va pas forcément à la télévision, qui peuvent aussi servir à financer des programmes très ciblés de niche. Voilà, il y a beaucoup d'exemples. Moi, je pense que ça va être effectivement quelque chose de très nouveau, tout en maintenant, pour les programmes dits d'information, une indépendance éditoriale. Là, par exemple, on lance une série sur Amazon. Moi, si je devais réinventer Capital aujourd'hui, c'est ça que je ferais. C'est une série qui raconte de l'intérieur comment Renault est en train d'essayer, le plus grand constructeur automobile français, de se sauver face aux Chinois et face à la menace du monde qui arrive. C'est un polar. On a suivi Luca Di Meo depuis 2 ans. C'est un thriller. Hein. Vous regardez ça, c'est un thriller. C'est un polar fantastique. Bon, on l'a fait en coproduction, en toute indépendance éditoriale. Il faut voir Luca Di Meo quand Alpine perd, il est complètement machin, alors qu'il investit sur Alpine. On voit les choses de l'intérieur, c'est extraordinaire. C'est une série en 4 épisodes de 45 minutes, ça va être un gros lancement qu'on va faire. Eh bien, là aussi, on a eu un mode de financement, où on a financé nous bien sûr, mais qui a été tout à fait géré avec une part de coproduction, un peu comme pour Drive to Survive, l'organisateur de la Formule 1 coproduit la série. Donc aujourd'hui, on peut, avec des marques, trouver des grands récits où on les accompagne, et ça, moi, j'y crois beaucoup. Quand on connaît en effet la richesse de Renaulution, le plan stratégique de Renault, c'est passionnant. Alors moi j'adore l'économie, c'est un polar. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Si on avait eu Merci. 10 minutes supplémentaires, j'aurais pu vous lancer aussi sur l'IA, et je sais que chez M6 vous aviez de nombreux sujets, et j'imagine Emmanuel ça aussi impacte votre quotidien, mais il faudra revenir du coup sur l'événement qu'organise CIBI en mars sur l'IA. Merci beaucoup à tous les deux.